Bienvenue, mesdames et messieurs, sur la part de votre consultant en sciences et techniques administratives. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler du pouvoir réglementaire. Il s'agit de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le pouvoir réglementaire, il est dévolu par qui, quelles sont les autorités qui sont habilitées vraiment pour prendre le pouvoir réglementaire. Quels sont les détenteurs du pouvoir réglementaire en un mot. À cet effet, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est exactement un pouvoir réglementaire? Le pouvoir réglementaire, il s'agit, n'est-ce pas, d'une certaine décision ou bien d'une certaine délibération ou d'un certain pouvoir de décision dévolu, n'est-ce pas, au président de la République et aux ministres qui sont insusceptibles de tout recours pour excès de pouvoir en annulation, mais qui ont une valeur juridique. Alors, quel est l'arrêt qui a consacré, n'est-ce pas, ce pouvoir réglementaire? À cet effet, nous allons vous parler de l'arrêt Jamar. Cet arrêt du Conseil d'État du 7 février 1936 vient à la fois confirmer que les ministres ne disposent du pouvoir réglementaire qu'en vertu d'une disposition réglementaire. Alors, quel est l'apport principal de cet arrêt? L'apport principal de l'arrêt Jamar est de consacrer un pouvoir réglementaire des ministres en dehors de toute habilitation législative. Alors, mesdames et messieurs, l'arrêt Jamar est fondamental pour pouvoir donner un pouvoir de décision à ces ministres afin de pouvoir diriger les administrations qui sont à la tête. L'arrêt Jamar est un arrêt qui a pu consacrer que les ministres, en tant que déjà les représentants de l'autorité centrale, doivent avoir cette habilité de pouvoir prendre de certaines décisions de grandes envergures en dehors de toute habilitation législative, mais qui sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Alors, quel est cet avantage que, n'est-ce pas, le pouvoir réglementaire va donner, n'est-ce pas, aux autres chefs de service ou bien aux directeurs de service dans tout l'état du territoire? Cet avantage sera, n'est-ce pas, les actes administratifs unilatéraux. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement un acte administratif unilatéral? C'est une manifestation de volonté émanant d'une autorité administrative en vue de modifier l'ordonnancement juridique. Je dis bien, c'est une manifestation unilatérale de volonté émanant d'une autorité administrative en vue de modifier l'ordonnancement juridique. Mais quels sont les domaines de compétences? Je dis bien, quels sont les domaines de compétences d'un acte administratif unilatéral? Nous avons trois éléments qui justifient les domaines de compétences d'un acte administratif unilatéral. Il s'agit alors de la compétence ration matériel. Il s'agit de l'élément matériel de l'acte administratif. Ensuite, nous avons la compétence ration temporis. Il s'agit du temps, c'est-à-dire l'application de l'acte administratif unilatéral dans le temps. Ensuite, nous avons la compétence ration loci. Il s'agit de l'élément géographique de la prise d'un acte administratif unilatéral. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la compétence ration matérielle? Alors, la compétence ration matérielle, qui est, n'est-ce pas, l'élément matériel d'un acte administratif, vient à la fois confirmer que les autorités administratives doivent intervenir dans la matière qui relève de leurs attributions, de leur pouvoir de décision.
Alors, une autorité administrative ne doit pas intervenir dans une matière qui ne relève pas de ses domaines de compétences. Par exemple, un recteur qui se permet d'aller faire un constat pour un accident de circulation. Alors, cela ne relève pas de ses domaines de compétences. Alors, toutes les décisions prises à cet effet sont des actes administratifs illégaux. Sont des actes administratifs illégaux qui sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir en annulation. Alors, monsieur le recteur doit intervenir dans un domaine qui relève dans sa matière, c'est-à-dire dans le domaine éducatif, de l'encadrement universitaire. Tout cela, c'est dans ces domaines, ça relève de ces domaines de compétences. Et c'est la matière à laquelle il doit intervenir. Domaine de l'éducation, pour l'encadrement des étudiants universitaires. Alors, nous allons vous parler aussi également de la compétence ratio temporis. Cela déconseille aux autorités administratives de prendre des décisions à une autorité, ou bien une décision prise par, n'est-ce pas, une autorité administrative qui n'est plus investie dans ses fonctions, ou bien à une autorité administrative, une décision administrative prise par une autorité administrative qui n'est plus investie dans ses fonctions, ou bien par une autorité administrative qui ne l'est plus. Alors, toute décision prise à cet effet est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. Alors, cet acte est illégal. Alors, on appelle ça la compétence ratio temporis. Ensuite, nous allons parler également de la compétence ratio loci. Il s'agit de l'élément géographique de la prise de décision d'une autorité administrative. Alors, la compétence ratio loci nous conseille qu'une autorité administrative qui intervient dans une autre zone géographique hormis de sa zone d'intervention, toutes les décisions prises à cet effet sont des actes administratifs unilatéraux susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Alors, cet acte est considéré comme un acte illégal susceptible de recours pour excès de pouvoir. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'avant de prendre un acte administratif, rassure-toi d'abord, est-ce que ça relève de tes compétences? Est-ce que ça relève dans ton domaine géographique? C'est par exemple un préfet d'une commune ou bien d'une collectivité territoriale ou bien d'une préfecture qui se permet d'aller prendre une décision dans une autre préfecture. Alors, il doit comprendre que son domaine d'intervention se limite que seulement dans sa circonscription administrative et pas plus. Je vous remercie.